3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Hermann est avec nous ce soir, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Laurent Dédier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général délégué chez Autingre Banque Privée et Kevin Tauzet qui est à nos côtés également. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Membre du comité d'investissement de Carmignac. Kevin, peut-être un mot de la manière dont le marché réagit désormais à ce conflit. On est au cours de cette 6e semaine de crise iranienne et de guerre dans le Golfe. Et évidemment, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d'un scénario macroéconomique adverse, voire sévère, avec sans doute des conséquences durable, ou en tout cas plus durable chaque jour qui passe. Pour autant, on notera quand même que les marchés actions ne baissent plus. Alors, ils rebaissent aujourd'hui, mais quand je dis ne baissent plus, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas revisiter les points bas qu'on a laissés derrière nous il y a une semaine à peine, je crois autour du 30 mars pour les marchés actions. Et c'est un peu le même schéma pour les marchés obligataires, avec des rendements obligataires qui ne reviennent pas sur les sommets qu'on a pu atteindre là aussi à la fin du mois de mars, à près de 4,50 par exemple pour le 10 ans américain. Enfin, il y a deux choses, c'est-à-dire que je suis pas sûr que les marchés d'actions et les marchés obligataires envoient le même signal. En tout cas, ce que disent les marchés d'actions et certains marchés obligataires, c'est que c'est un choc temporaire. C'est-à-dire que si on regarde les perspectives d'inflation au-delà des 1 an, 2 ans, on voit qu'en fait, on a donc des anticipations d'inflation telles que reflétées par les marchés obligataires, qui sont même un horizon 4 ans et plus, inférieur à ce qu'ils étaient avant le conflit. Ça s'invente pas quand même, donc c'est quand même un marché d'action qui dit que c'est un choc ponctuel et que ça va passer, donc ça c'est un élément. Et donc on peut se permettre de regarder à travers. C'est ce que semble dire les marchés d'action. Encore une fois, je reviendrai sur les marchés obligataires, parce qu'ils n'envoient pas tout à fait le même signal. Il y a un deuxième élément, c'est que les marchés d'action, ils continuent, et là aussi, si on regarde sur les 6 dernières semaines, ils continuent à avoir des perspectives de croissance bénéficiaire assez positives. C'est-à-dire que si je regarde sur un indice d'action mondial, par exemple, les perspectives de croissance bénéficiaire, elles ont été revues à la hausse de l'ordre de 2% à peu près, avec des différences régionales, mais quand même, ça c'est un deuxième signal, et peut-être que ce que nous disent les marchés, alors je ne dis pas que c'est le scénario qu'on partage, mais peut-être que c'est ce que nous disent les marchés d'action, c'est que oui, il y a un scénario, on va dire, on a une escalade des tensions, mais il y a peut-être aussi un scénario dans lequel on a en effet un changement de régime, comme aiment l'appeler certains, et donc auquel cas, un changement de régime qui serait plutôt positif, et pour les marchés d'actions, et aussi pour les marchés de taux. Donc ça, c'est peut-être un peu, les marchés d'actions ont tendance à voir un peu le verre à moitié plein. C'est peut-être le propre d'un marché d'actions d'ailleurs. Oui, on achète de la croissance future. C'est naturel chez un gérant action de se projeter, de capitaliser sur le futur, Il y a peut-être ce biais-là. Alors, on va prendre l'autre biais, qui est celui du marché obligataire, qui a plutôt tendance à voir les risques, exactement le verre à moitié vide. Et là, ou en tout cas, le risque inflationniste peut être un peu plus présent. Et donc, vous parliez de quoi ? On n'a pas revu les points hauts sur les taux d'intérêt. On n'a pas non plus revu les points bas sur les taux d'intérêt. Et c'est bien ça, c'est-à-dire que le point bas sur le 10 ans américain, ça devait être quoi, 4,25, 4,26, quelque chose comme ça, il y a de ça une semaine, mais on n'est pas revenu sur ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce que la séquence, elle est quand même pas tout à fait aussi évidente. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se permettre de regarder au travers ? Je suis pas sûr que ce soit le message qui sont envoyés par les différents banquiers centraux. On a vu aussi des mouvements de courbes qui sont importants, notamment des aplatissements de courbes des taux, principalement par le truchement de la hausse des taux d'intérêt à court terme, donc des anticipations de ce qu'allaient faire les banques centrales. C'est là que notre travail, en tout cas on espère avoir une fonction d'utilité importante, c'est là qu'on peut se positionner. Et il faut choisir un camp entre le marché. Vous êtes une maison action, mais aussi une maison taux. Kevin, vous venez du monde des taux vous-même. Quel camp vous avez envie de choisir ? Sur les marchés obligataires, plutôt envie d'avoir des vues de pantification, c'est-à-dire que si je réfléchis en termes de séquence, il me semble donc ça peut se repantifier. Il me semble qu'il y a quand même une première séquence où on peut voir des taux d'intérêt à plus long terme continuer de grimper, parce que les pressions inflationnistes, je pense qu'elles sont peut-être un petit peu optimistes, c'est-à-dire que même si c'est un choc ponctuel, je n'ai pas une boule de cristal sur la fin du conflit. Quand vous dites pression inflationniste optimiste, pour que tout le monde soit bien d'accord, c'est que le marché reste modéré, voire conservateur sur le risque inflationniste. Le marché dit qu'en gros, l'inflation va passer de 2% à 3,5% l'année prochaine et un bout de l'année suivante. Et puis voilà. Et après, circuler, il n'y a rien à voir, une forme de retour à la normale. C'est peut-être un peu optimiste. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, si le conflit se termine demain, c'est pas moi qui utilise ces mots, c'est l'administration américaine, il va falloir revenir et tondre la pelouse, comme ils aiment à le dire, c'est-à-dire que il y a eu des frappes en juillet dernier, il y a eu des frappes actuellement. S'ils se retirent demain, sans doute que il leur faudra revenir, et donc ça veut dire ça entretient comme une prime, on va dire géopolitique, sur les marchés des matières premières qui reste relativement élevée. Donc ça
me tend à laisser penser qu'on peut avoir des taux d'intérêt plus longs. Ça, c'est plus haut. Des taux longs plus hauts. Il va y avoir aussi sans doute y avoir une réponse des États, une réponse budgétaire. Alors peut-être pas aussi généreuse que 2022, mais ça veut quand même dire qu'on a un point de départ avec des déficits qui sont élevés. On a des niveaux de taux, donc un coût de la dette qui est élevé aussi. Ça peut aussi venir faire monter les taux d'intérêt à plus long terme. Donc on protégera la demande et l'activité, et c'est plutôt le risque inflationniste qui l'emportera. Le risque inflationniste, en tout cas, ce qu'on appelle la prime de terme, l'appétit pour les obligations avec des émetteurs dont la qualité de crédit se détériore. Et puis il y en a un troisième, c'est qu'encore une fois, si le conflit, on va dire, se résout demain, il y a peut-être un peu plus d'optimisme sur la croissance économique et donc peut-être des taux d'intérêt un peu plus élevés. Donc je vois plutôt cette idée de pantification. Notre métier, c'est aussi d'envisager différents scénarios. Et si en effet on a, dans ce cadre-là, on va dire, prix des matières premières et du pétrole notamment, qui reste sur des niveaux élevés, que ça commence à venir mordre sur la croissance. Donc on passe d'un choc inflationniste à un choc sur la demande. Un choc de demande. Là, peut-être qu'il y aura, in fine, quand même une revue des anticipations de ce que vont faire les banquiers centraux. Mais c'est pas ce qui est encore dans le marché, ça. Cette partie-là de l'histoire n'est pas encore dans le marché. Si on regarde sur l'Europe, par exemple, le marché dit que la Banque centrale européenne, il y a une probabilité relativement élevée qu'elle monte ses taux dès le mois d'avril et qu'elle le fasse 3 mois cette année. Je ne suis pas convaincu que ce scénario sera le bon. Et donc, voilà, dans ce cadre-là, il y a, il me semble, des positions de pontification qui peuvent faire du sens dans un portefeuille. Evelyne, quelles sont les réflexions macroéconomiques qui vous animent à ce stade? Encore une fois, 6e semaine de conflit. Est-ce que c'est un choc avant tout inflationniste? Est-ce que c'est un risque surtout pour la croissance et l'activité économique de nos économies développées qui importent évidemment de l'énergie? Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Et puis on pourra dire un mot effectivement de la réaction attendue des banques centrales. Quand je dis réaction attendue, le marché est convaincu que cette situation appellera une réaction de la part des banques centrales. Alors, vous avez posé la question croissance ou inflation, c'est un risque pour les deux. C'est très clair quand... Assez symétrique ? Assez asymétrique en termes de croissance ou inflation. Est-ce que c'est plus un risque sur l'inflation et ensuite un risque sur la croissance, ou est-ce que c'est un risque équivalent pour l'inflation et la croissance? Les deux sont liés, mais je pense que là où on voit l'impact beaucoup plus rapidement, c'est effectivement sur l'inflation, parce que la plupart des gens ont quand même une voiture et ils ont besoin d'acheter de l'essence pour conduire, et donc du coup, c'est ça l'impact immédiat qu'on voit aussi sur le prix à la consommation. Quel est le prix du pétrole quand on va remplir sa voiture? Quel est le prix du gaz quand on chauffe sa maison? Donc ça, ce sont des impacts qui sont relativement vite. La même chose s'applique pour le producteur. Donc du coup, ça, c'est l'impact inflation qu'on voit quasiment dès le premier jour, parce que les prix, donc du coup, aux stations de gaz, elles bougent immédiatement. Après, l'impact sur la croissance se fait un peu plus tard. C'est-à-dire que normalement, dans un premier moment, si on ne sait pas si le conflit dure, si la flambée de prix, cette fois-ci menée donc par un choc sur l'offre, s'il est durable ou pas, à ce moment-là, on réduit peut-être un peu le taux d'épargne et après on voit comment ça évolue et après le choc sur la croissance se fait dans un deuxième tour. Bon. Donc, on prend très au sérieux le choc inflationniste d'un premier tour. Il y aura sans doute des effets indirects. Les gens qui produisent avec l'énergie, c'est tout le monde, donc du coup, ça a un impact indirect. Par contre, là, on a beaucoup plus de doutes, c'est l'impact secondaire, le second tour, sur les anticipations d'inflation de moyen terme, sur vraiment la croissance salariale. Est-ce qu'elle peut répondre comme elle a pu répondre avec beaucoup de retard en 2022? Et donc, du coup, c'est là que ça se complique. Est-ce que la croissance peut vraiment rester résistante par rapport à un tel scénario? Et je pense que là, c'est très, très compliqué. Déjà, la durée, c'est la magnitude du choc, mais aussi la durée du choc qui joue un rôle important. C'est surtout la durée. Le plus long ça dure, le plus grand l'impact sur le revenu disponible dans l'économie réelle, le plus important l'impact sur la croissance et le moins probable l'effet de second tour, donc sur les salaires et compagnie, surtout en zone euro où on a quand même une économie qui est très fragilisée. Maintenant, aplatissement de la courbe et banque centrale, on peut avoir différentes opinions. Donc pour nous, on prend très au sérieux une BCE qui est très inquiète. Elle ne veut pas subir la même critique qu'elle a subie en 2022. Donc du coup, on prend très au sérieux la possibilité que effectivement la banque centrale va augmenter les taux dans une économie qui ne gère pas très bien ce choc-là. Je rappelle juste, pardon, Evelyne, la critique, parce qu'il y a des critiques, il y en a eu beaucoup sur la Banque centrale européenne. La critique de 2022, c'était d'avoir attendu trop longtemps
pour commencer à remonter ses taux à partir de juillet 2022, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ils étaient très tard par rapport et là, au début. On aurait plutôt envie de leur demander d'attendre. Mais finalement, ce n'est pas la voie qu'ils sont en train de signaler. En tout cas. Là, ils ont vraiment signalé, ils s'inquiètent beaucoup parce que, donc, du coup, le souvenir du dernier choc inflationniste, il est encore trop présent. Donc, du coup, on a plus de risques de ces fameux effets de second tour, donc anticipation d'inflation plus sa croissance salariale. Donc, du coup, ces effets-là seront plus grands et plus rapides que la dernière fois. Donc, il faut agir plus tôt. On prend ça très au sérieux, pas parce qu'on y croit, mais parce que c'est la Banque centrale qui nous le dit. Et de conséquence, on a envie de dire que quand même, on s'attend à ce que la BCE augmente les taux cette année au moins 2 fois. Au moins 2 fois, c'est pas déjà 3 fois. Au moins 2 fois, avec un risque. Nous, on dit plus probable juin et juillet. Après, il y a un risque d'avril, il y a un risque de 75 BP. Si vraiment le choc s'amplifie et se prolonge, on peut même envisager 100 points de base. Mais là où il faudra qu'on discute au moins autant que sur ce qu'ils font cette année, c'est sur ce qu'ils font l'année prochaine. Et l'année prochaine, l'économie ne sera plus la même que cette année. Et de conséquence, on pense que vraiment la BCE va devoir baisser les taux en fonction d'exactement ce qu'on met dans les modèles sur le choc. On peut envisager un taux de dépôt qui, en fin de 2027, est en dessous de 1,5%. Donc ça veut dire une BCE qui se mettrait effectivement en position de délivrer au moins 2 hausses de taux cette année. Selon vous, Evelyne, il faudrait qu'elle soit prête également à rebaisser très vite ses taux derrière en 2027 pour revenir à un niveau de neutralité, voire de soutien à l'économie. Oui, parce que du coup... Donc il faudrait être vraiment flexible dans les deux sens. Oui, l'économie, elle est déjà pas en top forme aujourd'hui. On rajoute encore un choc. Ça devient vraiment dur. Bon, Laurent, ça dit beaucoup de choses, mais votre sentiment, votre état d'esprit, et effectivement la manière dont les marchés, j'ai presque envie de dire, encaissent le choc. Je parlais de réaction de marché assez disciplinée, c'est-à-dire que oui, on reste dans un playbook qui colle plutôt à une histoire comme celle qui se déroule dans le Golfe aujourd'hui. Clairement, et tout ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on peut le valider. Si on reprend le point des hypothèses de bénéfices, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est que pour les analyses du secteur oil and gas, c'est facile de dire que dans le modèle, je déplace de 10, de 20 ou de 30 $ de plus sur 1 ou 2 trimestres. Je regarde tout de suite ce que ça me fait en cash flow et je l'impacte sur mes EPS. Ça veut dire qu'eux sont en avance. Ce que je crains, c'est que l'ensemble des autres analyses dans les autres secteurs ne sont pas encore dans la même modalité. Ils sont peut-être un peu en retard. Et on verra, à mon avis, plus tard. Mais plus tard, c'est pas tout de suite. Le plus tard, je crains que ce soit plutôt un rendez-vous cet été. Mais donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore une trajectoire de croissance des bénéfices qui reste robuste. La question, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette tension géopolitique et cette tension sur les matières premières, elle va générer un stress sur la demande. On a tous quand même en tête que ce soit la grande crise financière ou le Covid ou des instants comme ça a eu des impacts très brutaux, jusqu'à 9% de destruction de demande sur le marché du pétrole au paroxysme. Mais les autres, c'est des tout petits chocs de demande. Donc, je ne vois pas très bien comment on va s'ajuster dans un premier temps sur cet aspect-là. Maintenant, qu'est-ce que nous disent les marchés ? Je pense que les marchés ils nous ont dit, première phase, on baisse, on déleste. L'ensemble de la stratégie alternative mondiale a aussi un petit peu réduit son risque. Pour l'instant, on n'est pas dans un trend baissier sur le marché, parce que personne ne sait. Et donc, ces gens-là ne viennent pas appuyer à la vente, parce qu'ils vont ajouter de la vente à découvert, que ce soit les trend followers ou toutes les autres stratégies qu'on peut connaître. Mais je crains qu'on ait peut-être besoin, ce qu'on se disait tout à l'heure en préambule, d'un instant que je qualifierais de climax, c'est-à-dire un moment où on va chercher le point haut, le point chaud, le plus élevé, et que le marché puisse commencer à construire un scénario. Alors, est-ce que c'est cette nuit, la semaine prochaine, au dire de M. Trump, il va se passer des choses très rapidement s'il n'y a pas un accord et est-ce que le marché va réagir très brutalement après, dans la foulée ? C'est pas à exclure. Ce que moi, j'observe, et c'est ce qui commence un petit peu pas à m'inquiéter, mais à me dire qu'il faut être plus neutre sur la partie action, c'est que la capacité de réponse des entreprises américaines, parce que je vais regarder les américaines qui sont quand même en général une vitesse d'ajustement plus rapide, elle n'envoie pas un très bon signal. Quand je dis qu'elle n'envoie pas un très bon signal, c'est que j'ai déjà plusieurs grandes entreprises, que ce soit Dow Chemical, que ce soit Ecolab, qui ont monté les prix. Monté les prix en disant j'ai un phénomène, monter des matières premières, je monte les prix de 5, de 10, de 14%. Et puis j'ai aussi des entreprises, filiales de Air Liquide, Airgas, bien connues, qui a dit, messieurs les amis des semi-conducteurs,
vous avez besoin d'hélium. Malheureusement, j'ai pas la capacité, donc je vais restreindre mes quantités. Ouais. Et donc, je me dis que petit à petit, il y a des éléments du puzzle qui commencent à s'assombrir. Trop tôt pour tirer la moindre conclusion, parce qu'on sait que le monde corporate est capable de s'ajuster très vite, quels que soient les scénarios. Et c'est la force, justement, du marché financier, c'est d'avoir des entreprises qui sont très réactives. Mais les premiers indicateurs sont pas très bons. Et je pense que le premier trimestre a un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'ils vont nous dire, le premier trimestre, il était bon, janvier, février, c'était en bonne tendance. Ouais, ok, ça s'est peut-être très légèrement Mars dégradé. On était encore livré. Hein. Voilà. Les bateaux qui sont partis fin février du Golfe, ils sont arrivés là ces derniers jours. Pas de problème. Quel est le manager qui, à la fin du premier trimestre, va warner sur l'année, alors qu'il n'a aucune idée de s'il arrête sa guerre, la guerre s'arrête dans un jour, dans une semaine ou dans 3 mois. Et voilà, donc le point de rendez-vous sera cet été. Et je pense que la saison des publications, elle ne va pas amener une bonne nouvelle. Des neutres et plus probablement quelques mauvaises. Mais vous dites, c'est intéressant, les exemples que vous avez cités dans la chimie, dans l'industrie, les gaz industriels avec Air Liquide et Airgas ou Dow Chemical dans de la chimie, les compagnies aériennes aussi. Il y a une vitesse de réaction et de transmission de la hausse des coûts aux prix finaux qui est normale ou qui est une vitesse de transmission post-Covid? Est-ce qu'il y a cet effet aussi de ce choc inflationniste qu'une génération a vécu Je crois que la réponse, elle est dans votre question, Grégoire. C'est que 2022, c'était hier, personne ne l'a oublié. Autant la dernière crise inflationniste, elle remontait à très loin en arrière quand on a eu le Covid en 22. Cette fois-ci, les entreprises, elles ont encore tous les mécanismes de passation automatique des éléments intangibles, etc. Power, là. Ah oui, clairement, aujourd'hui. Alors, et la demande peut résister par rapport à ça. La vraie question, c'est à quel moment on va avoir un petit peu un choc sur la demande. Et je pense qu'il est vraiment trop tôt pour imaginer un choc à court terme. En revanche, est-ce que cette demande peut se dégrader? Et je partage totalement le scénario tout à l'heure sur la BCE. Si la BCE a la capacité à devenir, entre guillemets, pas hedge fund, mais plus pragmatique et surtout nous donner sa boussole avec beaucoup de correspondance, c'est-à-dire monter ces taux cet été parce qu'il y a un risque et nous expliquer, mais je les rebaisserai l'année prochaine, le marché, il va passer au-delà. Si elle les monte 2 fois cette année et qu'elle les baisse 5 fois l'an prochain, 5 fois, c'est beaucoup, mais si elle retourne au point de départ, ce sera déjà bien. C'est ça. Elle ne le dira pas. Elle ne le dira pas, mais... non, mais... C'est vrai mais que si le choc est temporaire, elle doit faire l'ajustement dans les deux sens. Un vrai changement d'état d'esprit, de mindset au sein de la Banque Centrale Européenne. Sur l'attitude des entreprises, effectivement, on avait beaucoup parlé, les banques centrales avaient documenté le sujet de la greedflation, l'inflation par les marges de profit. Moi, j'appelais ça un peu les passagers clandestins aussi de l'inflation. Enfin, en tout cas, des industries, des secteurs qui n'avaient pas structurellement de pricing power, qui ont profité d'un environnement inflationniste un peu généralisé pour passer des hausses de prix et reconstituer leurs marges. On peut être encore un peu dans ce moment-là, Kevin? Oui, c'est-à-dire que sur les 5-6 dernières années, on a eu 4 chocs d'offres, que ce soit le Covid, que ce soit l'Ukraine, que ce soit les tarifs douaniers il y a un an, et là ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Et donc oui, les agents économiques, ils sont plus sensibles à ces chocs d'offres. Et c'est vrai pour les entreprises, vous le disiez Laurent, c'est vrai aussi pour les salariés. Ils sont plus enclins à venir renégocier des contrats ou à demander des renégociations de contrats. Donc ça, c'est, on va dire, même aux États-Unis, dans un marché du travail, on nous dit low hiring. C'est la théorie. Et c'est ce que nous disent les banquiers centraux, ou en tout cas la Banque Centrale Européenne. C'est des craintes qu'ils nourrissent. Ensuite, il y a quand même le point de départ qui n'est pas tout à fait le même, c'est-à-dire que si on regarde les taux de politique monétaire aujourd'hui par rapport à d'autres périodes, si on regarde tous les mécanismes d'accompagnement, donc de limitation, de hausse des prix de l'énergie pour les ménages et pour les entreprises, il y a moins de marge de manœuvre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans. Si on regarde les taux de politique monétaire, ils sont plus restrictifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, et c'est un euphémisme, mais c'était en dessous de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut quand même dire qu'il y a peut-être moins cette capacité d'accompagnement de ces mouvements de prix. Et puis, pareillement, c'est-à-dire qu'on était en sortie de Covid, les taux d'épargne, ils étaient importants. Donc, la revanche. Exactement. Donc je suis pas sûr. Enfin, c'est-à-dire que ce que semble nous dire le marché aujourd'hui, c'est qu'il suit à peu près la trajectoire de 2022. On va dire des marchés d'actions en ordre dispersé, des taux courts qui remontent, sauf que plus ça dure, plus il y a le risque que ça vienne in fine peser sur la demande, a fortiori parce que le point de départ, c'est pas le même. Et donc je crois que oui, il y a un vrai risque qu'on ait une destruction de la demande dans cette plus rapide que ce qu'on exactement dans cette séquence-là par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 4 ans. Bon, d'accord avec cette idée, Evelyne. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même pas des mécanismes qui se sont structurellement installés depuis le Covid,
depuis la crise en Ukraine sur ces phénomènes d'inflation. La mémoire est encore très fraîche de ce point de vue-là. Est-ce qu'un choc de prix partant d'un secteur comme celui de l'énergie peut se diffuser plus rapidement, plus profondément qu'avant, que dans le monde d'avant le Covid? Oui, c'est une possibilité, mais je pense qu'on ne doit pas ignorer que ça peut se diffuser plus rapidement côté inflation, mais aussi côté économie réelle. Parce qu'on a des cicatrices qui sont très profondes en zone euro. On s'est pris un choc d'énergie en 2022 qui était très important, très profond. Pour une très grande partie de la zone euro, c'était surtout un choc de prix. Pour une autre très grande partie de la zone euro d'Allemagne, c'était aussi un choc d'offre. Il y avait vraiment un risque d'insuffisance d'énergie dans l'économie et un besoin d'un jour à l'autre trouver une autre source d'énergie autre que le gaz russe. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été géré relativement bien. Si vous vous rappelez, en 2022, on a discuté les fermetures mandatées des entreprises, les arrêts de production, etc. Ça ne s'est pas fait parce que, justement, comme vous aviez dit, il y a quand même une capacité du secteur privé de s'ajuster très rapidement. Donc du coup, on a vu une baisse de la demande pour l'énergie qui était très, très rapide et très profonde. Et ça aussi, ça reste dans le mémoire. On voit ça aujourd'hui en zone euro, et ça, ce n'est pas qu'une histoire allemande. On voit ça dans les taux d'épargne des ménages, qui restent à un niveau très élevé par rapport à la moyenne de long terme. Pourquoi ? Probablement parce qu'on s'est pris un choc permanent sur le revenu... revenu à vie, lifetime income. Oui, le revenu disponible. Voilà, le revenu disponible, mais sur tout au long de la vie. Voilà. Tout au long de la vie. Vraiment, on s'est appauvri à travers un prix de l'énergie qui, depuis 2022, est plus important. Ça, ce sont les ménages. Côté entreprise, c'est la même chose. Certes, le manufacturier, en 2022, en agrégat, avait des marges de profit qui étaient... Oui, stratosphériques, mais qui se sont beaucoup comprimés depuis. Et ce qu'on voit en Allemagne et en France, surtout, c'est que aussi dans les services, on a vu des profits qui se sont comprimés de façon assez importante. Ça aussi, c'est, je pense, une cicatrice de moyen terme. On voit le marché du travail qui n'est plus du tout dans une sorte de surchauffe au moins anecdotique. Il n'y a plus les références de « on manque de gens pour employer ». Là, le fameux ratio les chômeurs par rapport aux emplois ouverts, il a baissé beaucoup. Enfin, il a augmenté beaucoup. La tension s'est beaucoup normalisée. Voilà, la tension, c'est très, très normalisé, et on est en mode de destruction d'emplois dans une grande partie de la zone euro. Tout ça, ce sont quand même aussi des cicatrices côté économie réelle, des conséquences du choc de 2022 et autres qui se sont faits depuis, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'économie réelle, elle aussi, elle se souvient d'un choc. Et on n'a plus de tout les mêmes marges de sécurité qu'à l'époque. Donc oui, il y a ce choc, il y a ce risque que l'inflation répand plus vite qu'on pense, mais il y a aussi le problème que l'économie peut répandre beaucoup plus rapidement qu'on pense. Et je pense que le risque, les deux vont ensemble, mais je pense qu'aujourd'hui, alors qu'en 2022, ex post, inflation c'était plus important, aujourd'hui c'est l'économie réelle. Kevin, Evelyne parlait de l'Europe. Aux États-Unis, un baril de dollar à quoi, allez, 90, un baril de pétrole à $90 à peu près, c'est ce que nous donnent les courbes futures. Ça vient effacer à peu près les $800 à $1000 qui c'était, on va dire, les crédits d'impôt, les remboursements d'impôts pour le ménage moyen américain. C'était quand même un des facteurs qui sous-tendait la bonne performance, la bonne tenue des bénéfices par action sur 2026. Ça y est, on n'y est plus. Un taux d'épargne, un taux d'emprunt hypothécaire aux États-Unis à 6,5% revient sur les niveaux sur lesquels on était en août 2025. Donc, et ça, c'est bien, on va dire, il me semble, la traduction de un choc inflationniste sur les prix à la pompe, sur les marchés de taux, qui ont un impact directement sur l'économie réelle. Ça c'est déjà là. Contre la Fed, elle ne va pas monter les taux aussi rapidement que la BCE. Donc, c'est aussi une raison pas les pour les marchés. Plus autant que ce qui est anticipé. Elle a un double mandat. Et puis la Fed, pour l'instant, elle attend aussi le prochain capitaine. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées autour de la Réserve fédérale américaine. Laurent, vos commentaires, et puis parlons d'investissement. Comment on se positionne dans une situation telle qu'on essaye de la décrire, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas sur le plan de l'investissement?
Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné depuis le début de l'année, parce que les marchés ont été très surpris par ce dernier mois assez désagréable. Mais je crois que ce qui a été dit est assez vrai. Ce que je retiens, parce qu'Evelyne l'a bien dit, et c'est des chiffres que j'ai bien en tête, parce qu'il y a des secteurs que je regarde de plus près. L'Europe, depuis le choc de 2022, a détruit l'équivalent de la consommation électrique du Portugal, 150 terawatts. D'accord. C'est colossal. Le quantifier, c'est compliqué. L'imaginer, c'est probablement très abstrait pour le commun des mortels. Et donc, on a globalement appris à être plus économe en Europe. C'est la sobriété. C'est la sobriété. Voilà. Il y a eu une discipline, une forme de sobriété collective qui permet d'avoir une demande qui s'est effondrée de la taille du Portugal. Il n'y a pas eu la même trajectoire aux États-Unis sur l'IA et les data centers qui sont venus créer un boom de demande électrique et qui apparaît tout juste en Europe. On espérait plutôt que ce serait une reprise cyclique qui rendrait, entre guillemets, une certaine dynamique de consommation électrique. Ce qui fonctionne, je pense, à très court terme, c'est d'essayer de se protéger, quand c'est possible, sur des secteurs qui semblent être probablement un peu immunisés sur les problématiques du moment. Alors, la problématique d'il y a 1 mois et demi ou 2 mois, c'était l'IA et son risque de capex qui allait tuer la rentabilité future. Aujourd'hui, c'est le pétrole et cette incertitude. Donc, il y a des usual suspects qui fonctionnent très bien. Le premier sur lequel on pourrait zoomer à très court terme, parce que c'est quand même refuge, quand on voit la taille des bilans, les liquidités, c'est la techno, particulièrement la techno américaine. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez des valeurs un peu IA, elles ont baissé toutes de 20, 25, parfois 30%. Globalement, la croissance de cette année, elle sera dans ces zones-là, 25 à 30% de croissance des bénéfices, plus ou moins. Ça veut dire qu'en PEG ratio, une fois, pour des sociétés de qualité qui sont toujours avec des bilans très solides, pour la majorité d'entre elles. On peut toujours zoomer sur les canards boiteux, voire les sociétés un peu moins bonnes. C'est un endroit un peu refuge à très court terme. Ça a fonctionné, ça devrait continuer à fonctionner parce qu'en plus, c'est un peu dollar. Et dans un monde incertain, en général, la vraie valeur refuge, c'est le dollar parce que les investisseurs mondiaux rapatrient aux États-Unis. Après, il y a en Europe quelques secteurs qui auraient dû peut-être un peu mieux fonctionner parce que plus cette trajectoire accélère en termes de crise et de guerre, plus normalement le secteur de la défense devrait toujours être un bon candidat. On parle de 1500 milliards de budget aux États-Unis. On a vu tout ce qui a été mis sur la table depuis 12 mois en Europe. C'est un secteur qui a pris beaucoup de volatilité, je trouve, et qui offre, à mon avis, pour des gens qui ont un peu de patience, normalement une trajectoire de croissance séculaire assez forte. Et si on est capable de gérer la volatilité des prochaines semaines, positionner sur la défense en Europe, ça nous intéresse. Puis après, les valeurs un peu plus domestiques, mais domestiques défensives. Alors, elles ont bien performé, mais je pense que les services aux collectivités, peut-être pour faire une liaison avec votre sujet d'après, ça reste intéressant. Oui. Et dans une moindre mesure, les télécoms qui bénéficient un peu de la thématique positive IA. Parce que c'est des data centers. Des valeurs qui sont au sommet. Mais ça, c'est pour se cacher. Là, après, il faudra redéployer. Mais sur la défense, là, l'analyse que vous faites, pourquoi ? Alors, c'est un secteur qui a terriblement performé en Europe ces 12-18 derniers mois. De 22 à 25, oui. Ouais, mais... pourquoi cette crise-là du Golfe n'a pas été un catalyseur supplémentaire ? On a vu des valeurs de la défense plutôt en baisse depuis le 28 février. Là. Parce que c'est probablement une situation qui est plus internationale, où les acteurs européens sont moins exposés de prime abord, parce qu'on entend plus parler de l'armement américain et israélien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que l'Europe et la France, par exemple, ou d'autres, ont des contrats de protection de leurs alliés. Et donc, les missiles tirés par les hélicoptères, avions ou navires français ou autres, souvent, c'est aussi de l'armement européen, mais pas que américain. Et donc, je pense qu'on va avoir des carnets de commandes qui vont se reconstruire progressivement. Donc, on va avoir des sociétés qui vont nous annoncer des backlogs progressivement, qui vont réaccélérer, sachant qu'il y avait déjà un boom d'investissement depuis 1 an qui avait été annoncé. Ouais. Bon, Kevin, sur la manière de naviguer dans une situation comme celle-là, avec différents horizons de temps, peut-être un horizon tactique et des horizons stratégiques qui peuvent être confortés aussi par une situation conflictuelle comme celle-là. Sur les marchés d'actions, en tout cas sur le secteur technologique, je partage plutôt l'analyse qui vient d'être faite par Laurent. Je rappelle, depuis quelques jours, le Nasdaq en PE forward, la valorisation future sur les 12 prochains mois du Nasdaq est à peu près équivalente à celle du S&P 500. Qui est quand même très très rare. Et on a même la tech se paye comme le marché général. Alors, pire que ça ou mieux que ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que le secteur technologique au sein américain, donc le S&P 500 technologie, a le même niveau de valorisation que le secteur de la consommation de base. Voilà. Donc les niveaux de marge, ils sont, je pense, 2 à 3 fois plus élevés côté technologique que consommation de base. Et puis les perspectives de croissance, elles sont, Laurent le disait, 25% par an. De l'autre côté, c'est 0 à négatif, à moins que les Américains se mettent
à faire beaucoup d'enfants demain. Là, on avait eu ça post-Covid aussi, au moment de la réouverture, on Ouais. avait les boîtes de Staples, Coca ou autres, qui se payaient sur des multiples délirants, alors que tous les Netflix et tout étaient en train de redescendre. Donc voilà, cette idée d'investissement sur les actions, on l'aime bien. L'autre idée d'investissement qu'on aime bien, ce sont les marchés émergents. C'est-à-dire que voilà, c'est peut-être pas encore évident on va dire à court terme, c'est pas facile de tirer une conclusion. On va voir ce qui se passe ce soir. C'est eux qui ont souffert le plus quand même depuis le début du conflit, notamment l'Asie. Je crois qu'à moyen terme, il y a quand même on peut commencer à tirer quelques enseignements. Il y en a un où peut-être que la Chine est le grand gagnant, en tout cas le grand gagnant relatif de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des réserves stratégiques qui sont importantes. Il y a, on va dire, le charbon qui est une partie importante de son mix énergétique. Il passe pas par Hormuz, ou il passe moins par Hormuz. Il vient plus d'Indonésie ou d'Australie. Et puis, il y a quand même eu dans le sillage de la deuxième guerre, enfin de la première et de la deuxième guerre commerciale, beaucoup de concurrence des pays du sud-est asiatique. Pays qui sont aujourd'hui dans une situation très compliquée, où il y a des vraies mesures de limitation de la production, comme celle auquel faisait allusion Evelyne en Europe. Ça touche ces économies-là, et peut-être que la Chine est en train déjà de reprendre des parts de marché sur ces économies-ci. Donc ça peut être une chose. Il y en a une troisième qui était, on avait du pétrodollar, peut-être qu'on aura du pétro-yuan ou du renewable renminbi, je ne sais pas quel sera le terme consacré. Du yuan dans l'économie chinoise. Ça, c'est un élément. Le deuxième, c'est que oui... Un prix du baril élevé, c'est plutôt favorable pour le dollar américain. C'est le gros des échanges sur ces marchés-là. À moyen terme, je suis pas convaincu, c'est-à-dire qu'on a une forme quand même peut-être de décote liée à une forme de d'État voyou, si vous me permettez le terme. Dire que je suis pas convaincu que les quelques 5 trillions de dollars détenus par des fonds souverains au Moyen-Orient continuent à détenir 50 à 70% d'actifs américains. Il va falloir en utiliser un certain nombre pour la reconstruction, une fois que la situation se sera résolue. Je n'ai pas une boule de cristal, mais sans doute que c'est ça qu'il faudra faire. Ça, c'est un élément. Et puis, voilà, je pense que la crédibilité des autorités américaines au sens large est sans doute mise à mal, que ce soit par les fameux tweet and trade, que ce soit par la posture de l'exécutif. Je crois que tout ça, globalement, ça fait mal aux actifs américains et notamment au dollar. Donc ça peut être des positions qu'on commence à mettre en place dans un portefeuille. On suit désormais sur les marchés prédictifs la probabilité que Trump soit empêché d'ici 2028, et cette proba est de quasiment 70% aujourd'hui. Et donc pourquoi les marchés émergents ? Si on met Chine plus un dollar qui, à moyen terme, pourra reprendre son chemin vers la baisse, ça devrait plutôt aider les économies émergentes. Beaucoup d'entre elles qui sont exportatrices, c'est-à-dire que là aussi, si on achète une obligation, je sais pas, gouvernementale brésilienne, on est payé à peu près 1% par mois. C'est quoi ? C'est 4 à 5% des exportations de pétrole par le monde. Voilà. Il y a des pays producteurs. Le bébé était un peu jeté avec l'eau du bain. Il y a quand même des choses à faire. Evelyne, je voulais pas vous laisser partir sans parler de l'Allemagne, spécifiquement. Un an, c'est ça, quasiment un an, un peu plus d'un an après le Whatever It Takes de Friedrich Merz. Où est-ce qu'on en est du déploiement des efforts budgétaires et du déploiement des efforts budgétaires allemands visant la défense et visant les infrastructures ? C'est un socle, j'allais dire, de la thématique Europe aujourd'hui pour bon nombre d'investisseurs. Oui, alors ça devient intéressant parce que tout le monde suit des chiffres mensuels et je pense que ça a l'air plutôt correct ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait quelques retards l'année dernière dans l'enveloppe infrastructure. En termes de défense, ils ont dépensé ce qu'ils voulaient dépenser. Et là, avec toute une année budgétaire en cours, avec un budget qui était en place pour le 1er janvier, je pense qu'il y a quand même raison pour croire que l'argent sera déboursé tel qu'ils ont planifié. Bon, le problème, évidemment, c'est que c'est une économie qui avait une tendance sous-jacente de 0 depuis 6 ans et qui maintenant se prend un grand stimulus budgétaire en termes de défense. Comme vous disiez, Laurent, ça prend du temps. Enfin, c'est des carnets qui se remplissent au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Donc, du coup, ça crée plutôt une tendance sous-jacente dans le secteur que dans l'économie dans son intégralité. En termes d'infrastructure, ça devrait se voir dans la compta nette assez rapidement maintenant. On pense plutôt aux deuxième moitié de l'année, mais bon, vu qu'on attend déjà depuis un an, attendre encore 3-4 mois, ça va. Le problème maintenant, c'est que c'est un choc qui est un stimulus budgétaire qui est grand et qui s'est pris plusieurs chocs dans l'autre sens. Il y avait d'abord le fameux Liberation Day, les tarifs
les douanes américains qui sont venus donc également en avril l'année dernière. Il y avait l'accord en juillet, mais quand même des droits de douane qui sont plus élevés. Il y avait donc maintenant le choc énergétique et plus de chocs politiques internes. Donc, du coup, tout ça fait qu'il y a de plus en plus de risques négatifs pour un stimulus budgétaire qui ne change pas en taille. Et donc là, on est dans un scénario où quand on a révisé nos prévisions, l'Allemagne reste autour d'un taux de croissance de 0 cette année, malgré un stimulus budgétaire qui est entre 1,5% et 2%. Et ça, c'est quand même beaucoup. Donc, je pense que ça joue aussi un rôle dans l'espoir pour un stimulus budgétaire en réponse au choc actuel. On a déjà une très grande économie qui en a plein programmé. La probabilité qu'on a beaucoup plus, au moins dans cette économie-là, est relativement limitée. On aura probablement une modification de l'existant, réallocation. On va pivoter au sein du plan de dépenses pour réallouer ou réorienter. Dans les autres économies européennes, la tentation de l'accommodation budgétaire, elle est évidemment très forte. Partout, mais les marges sont moindres. On a vu l'Espagne et l'Italie maintenant programmer des mesures. En Espagne, c'est à peu près 0,2-0,3% du PIB, et je pense que c'est environnement, ce que j'aurais en tête si le choc ne s'amplifie pas encore plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, du coup, par rapport à la dégradation cyclique des déficits, c'est relativement moindre. Donc, du coup, on parle vraiment juste d'un soutien budgétaire pour limiter les effets. Rappelle-moi le taux de croissance économique de l'Espagne par rapport à l'Allemagne ou à la France. Non, on n'en parle pas. Il y a 2,5 en 25. Oui. Mais moi, Désolé. L'Espagne, c'est nos États-Unis désormais. Voilà, ils font une meilleure croissance que les États-Unis. Ça ne vient pas sans ces défis non plus. Quand on regarde la dégradation démographique en Espagne, dans les 20 ans à venir, elle est nettement pire qu'en Allemagne et en France. Avec une position énergétique et une position presque diplomatique espagnole, justement, un peu différente. On essaie les passes décisives désormais. pour la séquence suivante. On va parler d'Iberdrola juste après. Un mot, juste encore pour finir avec vous, Laurent. Oui, le thème de l'énergie en Europe, il y a eu le thème de la défense. Il faut bâtir l'Europe de la défense. Est-ce qu'on peut imaginer un flot de capex supplémentaire destiné à construire ou rebâtir des infrastructures énergétiques en Europe, en plus de ce qui est déjà prévu? Je crois que c'est déjà en cours, non? Quand je vois la trajectoire du mix énergétique avec les énergies renouvelables il y a 5 ans et où elle est aujourd'hui, et si on prend l'exemple de l'Allemagne, quand on voit la capacité éolienne, mais pas que éolienne, aujourd'hui, le problème, il est plutôt sur le réseau et la connexion du réseau, de la production à la consommation, entre le nord de l'Allemagne et le sud. Quand on écoute toutes les sociétés que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un mois, une conférence qui répondent à cette problématique du grid, elles sont toutes en train de doubler, voire plus de doubler leur capex. Quand vous parlez avec E.ON, qui espère avoir une régulation, donc là, c'est la discussion entre le régulateur et celui qui gagne de l'argent en investissant. Ils sont sur des enveloppes de 40 milliards sur le prochain plan. En Espagne, cette fameuse société qui a été tant détestée parce que blackout, qui s'appelle Redea, elle est passée de 700 millions à 1,5 milliard d'investissements sur son prochain plan quinquennal. Donc la transformation de l'économie, et d'ailleurs c'était un très bon point de Kevin, je pense aussi, pourquoi la Chine, on aime bien nous aussi les émergents, parce que le seul pays qui soit en avance sur son plan de transformation énergétique et qui ait dépassé son objectif, c'est la Chine. Donc ça, c'est dans l'équation un truc à avoir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Evelyne Hermann, Bank of America Global Research, Kevin Tauzet, Carmignac et Laurent Dédier, Autingre Banque Privée.